m'appelle Étienne de Crécy et là je suis en train de travailler, c'est la résidence où on est en train de préparer le show Space Echo qui va jouer pour la première fois dans une semaine à la Philharmonie de Paris le 13 avril. Déjà, moi je travaille, je ne suis pas un gros showman et avoir l'attention des gens sur moi, c'est pas un truc que je recherche et que j'apprécie beaucoup. Donc à chaque fois que j'ai fait des shows, en fait, je cherche absolument à détourner l'attention des gens, à leur montrer quelque chose qui serait plus intéressant que moi. C'est de la musique électronique, j'adore ça, je le revendique, mais par contre c'est vrai que le spectacle de tourner les boutons, c'est un truc que j'ai jamais trouvé super excitant en tant que spectateur, et même les producteurs aujourd'hui qui montrent leur tablette sur laquelle ils appuient, ça ne m'a jamais passionné. En fait, ce spectacle-là, je ne le trouve pas très intéressant. Donc j'ai toujours essayé d'amener quelque chose de plus et quelque chose qui fait que les gens trouvent ça super ou chouette et tout, mais c'est pas moi qui trouve chouette, c'est le spectacle. Donc pour moi, c'est vrai que c'est très important. Et comme j'essaie de détourner l'attention des gens, en revanche, ce que je propose sur scène, c'est vrai que ça doit me représenter et je dois en être fier. Et ça me représente, les gens se souviendront de ça quand ils se souviendront de mon concert. Donc je mets beaucoup de soin et d'attention au spectacle qui va être proposé. Alors en fait là, le stage design a été imaginé par Alexandre Lebrun de Light Lab et il a fait donc c'est un système où on a 13 écrans, des écrans pur disque qui sont donc transparents à 70% et qui sont installés dans une forme d'un triangle équilatéral. Ils sont sur des moteurs rotatifs et donc les écrans peuvent tourner et se reconfigurer comme c'est équilatéral. Ils sont disposés de telle manière qu'ils peuvent se reconfigurer en grands écrans sur les côtés, sur le fond ou sur l'autre côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois les rotations, ils permettent de se reconfigurer, de se re-rencontrer, de recréer des formes selon l'angle de rotation qu'ils ont chacun. Donc voilà, ça permet de créer des architectures complexes, ou alors pas du tout d'architecture. Ça permet de créer de la confusion parce que les écrans sont transparents. C'est parfois difficile de savoir sur quel écran il y a un média qui apparaît. Voilà, donc l'idée c'était de pouvoir avoir des choses très structurées et aussi très floues. Effectivement, au moment où il a fallu envisager de gérer déjà gérer, je pensais même pas générer en temps réel, c'était un truc auquel j'étais pas habitué, j'ai jamais travaillé comme ça. Mais déjà juste de gérer les vidéos dans ces écrans qui étaient en transparence, donc qui existaient dans l'espace, c'était quelque chose avec les outils traditionnels, on va dire. C'est un truc qu'on n'arrivait pas à imaginer et à appréhender. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut calculer des images pour chaque écran, il faut imaginer la position des écrans dans l'espace et ensuite faire en sorte qu'il y ait des correspondances de profondeur. Et ça, avec les outils traditionnels, c'était un travail qui était impossible. Les images, j'ai travaillé avec Armand Béraud pour faire ces images-là, et effectivement, on était, nous, devant ces possibilités-là, on était un petit peu coincés par les outils traditionnels. Quand on nous a parlé du SMOD, on s'est dit, en fait, la première fois, donc c'était quand on a fait les essais des écrans, on a essayé le SMOD en même temps, et effectivement, la possibilité que ça offrait, la simplicité déjà pour la génération des images, et puis aussi pour gérer cette perspective et cet écho visuel, c'était effectivement l'outil qu'il nous fallait. Alors j'ai pas d'ordinateur, surtout moi dans mon live, mon setup, c'est un setup hardware. Il n'y a pas d'ordinateur dans le sens, il n'y a pas de laptop, il n'y a pas de computer, c'est des synthés plus ou moins analogiques parce que je ne m'interdis pas le digital. Là, par exemple, j'ai un sampler, donc c'est un truc très moderne. J'ai un peu de vintage, par exemple avec le Pro One ou la TR-727, mais j'ai aussi des trucs d'aujourd'hui comme le séquential ou la TR-8S. Voilà, et par contre, j'ai un séquenceur hardware qui est, j'enlève le scotch parce que ça sert à travailler, mais c'est pas très joli, qui est le Sequentix de Circlon. Qui est un séquenceur super, qui est hardware, donc on peut séquenceur multipiste, multitimbral, avec beaucoup de possibilités, très nerd,
mais qui est super et qui me permet effectivement d'envoyer beaucoup d'informations, beaucoup de control change, beaucoup de MIDI déjà à mes machines et ensuite au SMOD en fait qui me permet de gérer et de générer des images sur les écrans. Moi donc dans mon séquenceur, la manière dont je travaille, c'est je suis assez libre dans la musique, j'ai une timeline en fait, j'ai des séquences qui tournent en boucle. Chaque séquence donc correspond à une partie du morceau et en fait une fois que j'ai décidé, en fait elle tourne en boucle donc c'est moi qui décide le moment où je passe à la séquence suivante. Ça a toujours été la difficulté de faire suivre la vidéo et quand j'ai envie de changer il faut que la vidéo suive et en même temps moi ma séquence est en boucle et donc les synchros avec un programme qui lirait une vidéo qui aurait déjà été encodée, la boucle se décale obligatoirement. Si je reste en boucle, si deux boucles tournent l'une à côté de l'autre, au bout d'un moment, la synchro s'arrête. Donc là, c'est l'avantage aussi du spot, c'est que comme il génère les images en temps réel, il reçoit les informations MIDI et donc il se désynchronise jamais. Les médias, ils sont créés tout le temps en synchro avec les informations MIDI. Et moi, ça me permet justement une grande liberté de pouvoir passer de mes séquences et de gérer complètement le timing de la setlist. On a effectivement modélisé tous les écrans et leur position dans le SMOD, et ce qui nous permet en fait de faire des médias qui vont changer en fonction de la position des écrans, parce qu'en plus les écrans bougeaient, et donc effectivement il y avait ça où le SMOD pouvait rattraper dans les médias créés la position des écrans, ce qui fait qu'on pouvait avoir une forme qui restait la même alors que l'écran bougeait, donc en fait la forme vraiment qui existait sur l'écran se déformait, et en fait juste à l'œil elle restait immobile ou la même parce que le SMOD réussissait à rattraper ces mouvements. Enfin, il y avait tous ces trucs-là qui étaient très complexes, qui seraient très complexes à faire avec un outil traditionnel, là devenait assez facile à réaliser. Et ensuite, il y avait aussi ce truc de temps réel, c'est-à-dire que le fait de générer des images en temps réel, ça c'est un truc auquel j'étais pas du tout habitué. C'est vrai que ça donne une grande souplesse justement pour arranger les matériaux, les médias et pour pouvoir réarranger et faire évoluer le show au fur et à mesure, et même pour la création, il y a quelque chose de très léger. Alors moi je sais que pour mon projet justement de faire une machine qui réagit à la musique, bon c'était idéal parce que il y a là où avant je faisais semblant, je fabriquais des images et puis ensuite avec mes synthés je suivais ce que j'avais fait en images pour que ça ait l'air d'être synchro. Là je branche effectivement certains effets vidéo et visuels sur les contrôleurs de mes synthétiseurs, et quand j'ouvre un filtre, effectivement l'image est altérée exactement en fonction du mouvement de mon filtre. Donc ça c'est vrai que c'est la première fois que je peux travailler dans ces conditions-là. Il y a un truc quand même que le SMOD gère très bien, c'est le feedback. J'ai beaucoup utilisé ça. Il y a un truc qui est super, le feedback, qui prend des plombes à calculer dans After Effects, je dis le nom. Ça prend ça prend une nuit entière pour voir l'effet, pour se rendre compte qu'en fait c'était pas bien et qu'il faut recommencer. Et c'est vrai que là il est en temps réel, donc ce truc-là il est... et je m'en suis beaucoup servi, c'est un effet que j'aimais bien et je m'en suis beaucoup servi. Oui, effectivement la simulation, de pouvoir simuler les écrans sur une scène avec suffisamment de paramètres en fait pour pouvoir voir donc en 3D. Là les écrans c'était très particulier en plus à simuler parce que donc ils sont transparents d'un côté, en partie transparents, de l'autre côté ils sont complètement transparents, on ne voit pas l'image. Par contre l'écran projette une lumière, donc il y avait tout à simuler, c'était quand même quelque chose d'assez difficile et ça a été très confortable de pouvoir travailler avec cette simulation 3D et ça va assez vite et ça va même, c'est vraiment temps réel, et donc c'est vrai qu'on a pu voir avant d'être ici, on a pu vraiment se figurer le setup. On n'a pas eu des surprises incroyables, c'est-à-dire qu'on n'a pratiquement pas de déchets, de trucs qu'on aurait fait et qui ne marchent pas une fois qu'on le voit en vrai, ce qui est assez rare. Donc voilà la démonstration justement par exemple d'un contrôleur qui me permet de faire évoluer sur les écrans la vidéo en temps réel. Donc là j'ai enlevé les autres, comme ça on entendra bien. Voilà cette nappe. Et il y a un moment où j'ai besoin de faire changer la taille des traits sur les écrans
en fonction du son. Et là, hop. Magique. Ça va comme démo ou